Dear student, dear participant, ladies and gentlemen, good morning. I hope you are fine today. Me too. I am proud to present our second day of our works on aging and longevity. It is the African International Forum of Bioethics, which is the very place to debate on these problematical themes. I want to welcome and give a peaceful stay to our participants arrived all over the world. Belgium, Canada, France, South Africa, Ivory Coast. You are welcome in this climatic town, and we wish you a good and very good stay here. Alors, merci, Monsieur le Master of Ceremony, pour la parole donnée. Nous sommes dotés d'un immense pouvoir transformateur et manipulateur de la matière, puisque l'humain a accédé désormais au secret, pour parler comme les Égyptiens, ou au code, pour employer une terminologie propre, soit aux sciences formelles, sciences informatiques, soit aux sciences biologiques. L'humain repousse par là les bornes de ses limites en jouant au petit Dieu. Les questions de transhumanisme, de post-humanisme en débat dans les sphères sapientiales contemporaines semblent en découler comme conséquence logique. Il est donc désormais possible de corriger l'état de la finitude humaine en venant à bout de la fatalité de la mort et de l'implacabilité de la vieillesse. Autorités universitaires, mesdames et messieurs, voici grosso modo le contexte historique qui donne lieu à la nouvelle science et aux nouvelles perspectives de recherche qui retiennent notre attention ce matin, et nous allons les aborder, les intervenants vont les aborder à partir d'un filon analytique savamment conceptualisé par les promoteurs du FED 23, à savoir longévisme, agisme et vieillissement. Enjeux et perspectives africaines de la longévité. Pour votre présentation et pour la parole donnée. Je crois qu'il est bon de rappeler qu'à la suite de ce que Dr Ngefak a dit au sujet des masterclass, il est bon de souligner que dans le cadre de ce forum international de bioéthique qui traite essentiellement de la longévité, les masterclass ont vocation à vous présenter d'autres thématiques parallèles à celle qui est à l'ordre du jour depuis hier. C'est des thématiques qui pourraient donc être relativement en décalage avec la thématique principale de ce colloque. Mais de temps en temps, on pourrait faire des corrélations avec la thématique principale. Donc c'est ça la vocation des masterclass. Il est question de vous présenter des thématiques connexes, des thématiques qui sont présentées par des spécialistes de la discipline. Alors, ma thématique s'intitule « La question éthique de l'euthanasie à la lumière de l'eschatologie traditionnelle africaine ». L'existence humaine est une aventure ponctuée par trois grands moments. La naissance, la vie
et la mort. Le dernier moment suscite des sentiments aussi contrastés que variés auprès des humains. Pour les uns, en effet, la mort est une échéance éprouvante, invisible de l'ontologie humaine. Ils sont déjà arrivés à l'état positif et ils ont oublié qu'ils sont passés par les deux premières étapes qui mettaient en lumière la dimension invisible de la maladie. Ils se contentent du positivisme, de ce que l'on voit, de ce que l'on peut expérimenter par des appareils en labo. Et donc, pour terminer notre propos, dirons simplement que mon discours ne vise pas à disqualifier la médecine dite conventionnelle. Mon discours vise à établir une certaine complémentarité entre la médecine dite conventionnelle et la médecine patrimoniale. Pour cette, disons, présentation ô combien éclairante pour nous autres sur cette thématique, ô combien complexe elle-même, mais dont le prolongement en termes d'appropriation de tous les concepts et notions qui ont traversé son propos peut se faire au travers de la dernière publication romanesque du professeur André Libois Tchalambani, à savoir Dans les arcanes du destin, qui est un livre disponible. Chers collègues, mesdames et messieurs, chers étudiants, je voudrais tout d'abord remercier très vivement Armand Gakecha d'avoir organisé ce deuxième forum africain international de bioéthique. Le premier avait eu lieu il y a 2 ans à Yaoundé, normalement le troisième dans 2 ans en Côte d'Ivoire. C'est une organisation tout à fait fantastique, c'est un privilège d'être ici avec vous. Une machine consciente. Alors, j'ai évidemment pas la réponse à cette question. Je pense que c'est théoriquement possible, mais empiriquement, on n'a rien. Donc moi, je suis aussi, je pense que la médecine est en grande partie empirique, et la technoscience aussi, dans une certaine mesure. Et donc, tant qu'on n'aura pas montré une machine capable d'une expérience intérieure, eh bien, je resterai sceptique. Mais c'est une possibilité théorique, parce que si on est dans une perspective naturaliste, et je me place encore une fois dans une perspective naturaliste, à savoir, je considère que l'esprit est une propriété du cerveau, du fonctionnement d'un cerveau biologique. Mes premières recherches, ma thèse de doctorat était concentrée à la philosophie de la neuroscience. Je me suis beaucoup intéressé à l'époque aux théories sur la conscience, dont tellement émerge quelque chose d'aussi fantastique, aussi mystérieux, une propriété comme cette expérience intérieure, la conscience phénoménale, donc le fait de percevoir le monde. Actuellement, ceux qui m'écoutent m'entendent et ceux que vous me voyez, donc vous avez une conscience phénoménale, où vous rêvez, où vous regardez votre iPhone, mais vous percevez le monde, vous avez une conscience phénoménale. La machine, jusqu'à présent, elle n'a pas de conscience phénoménale, donc encore une fois, AlphaGo a battu l'Isidol, mais la machine n'a pas pu se réjouir de cette victoire, parce qu'elle n'est pas présente au monde d'une certaine façon, et en plus il y a une cécité sémantique. Est-ce que ce serait possible de concevoir une machine qui serait consciente, dotée d'une conscience phénoménale, c'est-à-dire d'une expérience intérieure? Je n'en sais rien, mais parce qu'on ne sait pas, enfin, les théories contemporaines sur la conscience, notamment, je ne vais pas les citer toutes, mais une des plus en vue aujourd'hui, celle de Stanislas Dehaene et de Bernard Barr, c'est l'idée que toutes ces théories autour de la conscience impliquent une activité bioélectrique qui se déplace dans des réseaux de neurones, dans des boucles de neurones, une activité en boucle. Alors, est-ce qu'on est capable de reproduire quelque chose de cet ordre-là dans une machine? Je ne sais pas, parce que les constituants même de cette éthique de l'intelligence artificielle promettaient. Merci beaucoup. Au thème de l'écoute, de l'exposé du professeur Jean-Noël Missa, qu'il a voulu, pour l'essentiel, articuler autour de 5 ou 6 points majeurs. D'abord, le professeur a balisé sa pensée
en disant qu'il va l'adosser à la perspective naturaliste de la science occidentale. C'est-à-dire qu'il a abordé la question du longévisme, de l'agisme et du vieillissement à partir de la perspective naturaliste de la science occidentale, laquelle lui commande de chercher à comprendre les causes du vieillissement et d'agir sur celles-ci. Et il part d'une conviction, c'est que le vieillissement n'est pas quelque chose d'inéluctable en tant que tel. La deuxième voie, c'était la voie transhumaniste. Et à partir de cette voie transhumaniste, l'exposant a pu montrer que, grosso modo, la perspective du transhumanisme est bien connue et peut être résumée en une formule: être mieux en santé, vivre le plus longtemps possible, la perspective étant précisément de faire aboutir l'idée de la mort de la mort. La troisième voie était celle de la conquête spatiale. Le professeur a évoqué, entre autres, le voyage à travers l'espace, la conquête de la Lune. Car pense-t-il, si la Terre est le berceau de l'humanité, personne ne vit éternellement dans le même berceau. Il faut conquérir des ailleurs pour améliorer quantitativement et qualitativement ses conditions de vie, mais d'abord pour satisfaire au préalable sa curiosité intellectuelle. La chirurgie esthétique. Alors entendez-moi bien, c'est pas du tout pour en faire la promotion, d'accord, pour défendre l'idée qu'il faut tous qu'on fasse de la chirurgie esthétique, que c'est bien de le faire, etc. C'est juste pour interroger, vous allez voir, sur le plan éthique, hein, cette volonté, ce désir en tout cas de prolonger, on va dire, l'apparence de la jeunesse, quand c'est pas réparer un dommage. Hein. Choisir finalement les fins, les objectifs de la médecine. Alors plutôt que de plaisir dans cette approche utilitariste, j'utiliserais plutôt le démonia aristotélicien, hein, l'accomplissement individuel. Ce que je défends, vous voyez, c'est que la médecine peut être au service des individus lorsque ces derniers recherchent par la médecine les moyens de s'accomplir. Mais évidemment, il y a beaucoup d'objections à cela. Les médecins, d'abord, ne sont pas de simples prestataires de services, ils ont aussi une responsabilité, ils ont aussi leur autonomie, ils ont aussi leur liberté. En France, on parle de clause de conscience, par exemple, je ne vais pas développer. Et puis enfin, un dernier problème, et je vais m'arrêter là-dessus, de la médecine des désirs, je crois du transhumanisme, et le transhumanisme, Nick Bostrom, Jean-Noël Missa apportent des réponses à cette question. C'est la question de la répartition de ce rare. Tout ce dont on parle, ces approches amélioratives dans la médecine, elles sont pour l'instant réservées le plus souvent quand même aux plus riches. Lorsqu'on est sur le terrain de l'hôpital public en France, on n'est pas dans le transhumanisme. Hein, on est dans un hôpital qui est malade parce qu'on n'a pas assez de moyens. Hein, et la médecine des désirs apparaît comme un luxe. Hein, et donc ce que je défends, et je m'arrête, mais c'est, vous voyez que quand on doit prioriser les demandes, et lorsque les gens meurent des maladies, eh bien il est plus juste de prioriser la médecine des maladies que la médecine des désirs. Voilà, je vous remercie. Nous avons écouté plutôt clair. Donc nous allons, parce que nous n'allons pas synthétiser, passer au prochain intervenant qui cette fois-ci interviendra en distanciel. Nous aurons donc l'opportunité de suivre sa réaction sur le tableau qui s'affiche au derrière. Elle relance aussi le débat sur le sens de l'acharnement thérapeutique, le sens du méliorisme et surtout du transhumanisme qui transcende l'ancrage biologique du longévisme. Le micro-trottoir
au public. Ce sera donc le lieu pour les uns et les autres de poser des questions interpellatives, fléchées et bien ciblées à l'endroit des intervenants de ce matin. Alors, nous allons respecter les usages, les méthodes et les règles du jeu que nous avons adoptées depuis. On va à la voix du professeur André Lebois. Vous avez parlé de la médecine patrimoniale et vous l'avez présenté comme un exorcisme. Vous n'avez pas peur qu'on vous traite de religieux? Est-ce que ce n'est pas une conjuration aussi qui produit ces effets? Merci. Une autre question, s'il vous plaît. Première question au professeur Nissa. N'y a-t-il pas une dichotomie entre l'objectif de prolonger la vie et en même temps la volonté de détruire la nature? Ça, c'est la première question. Deuxième question, toujours au professeur Nissa. Le transhumanisme n'a-t-il pas pour visée finale la computérisation de l'humain? Toujours au professeur Nissa, je pense. L'intelligence est d'abord intelligence d'elle-même. Mais si on part de ce postulat, est-ce que le transhumanisme ou l'intelligence artificielle n'est-elle pas une utopie? Doit-on parler d'intelligence artificielle ou d'intelligence humaine externalisée? C'est l'invisible qui détermine le visible. C'est l'invisible qui détermine le visible. Et c'est en parfaite cohérence avec l'ontologie, la réflexion ontologique qui met également un point d'honneur sur ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on ne voit pas qui détermine ce que l'on voit. Et donc pour soigner les symptômes qui sont visibles, il faut aller à la source de la maladie, et qu'on ne voit pas. Voilà, donc c'est une forme d'exorcisme et je suis tout à fait d'accord avec le chef. Ce n'est pas encore tout à fait aujourd'hui. Eh bien, ça mérite réflexion. Donc si vous avez la possibilité de vous apercevez que votre futur enfant, au stade embryonnaire, présente des gènes qui vont coder pour des choses désagréables, et vous avez la possibilité d'intervenir, peut-être que rationnellement, vous direz que c'est une bonne chose d'intervenir. Non, je pense que l'Afrique doit s'ouvrir au transhumanisme, ce qui n'empêche pas qu'on peut, l'Afrique peut coexister avec ses traditions, avec l'animisme, avec l'esprit des ancêtres. Je pense que quelquefois, eh bien, il y a des choses qui sont plus fortes que l'existence, que la vie, des combats à mener. Et puis deuxième point, face aux patients qui sont en train de souffrir, la vie devient insupportable, la vie devient une agonie. Et alors je sais bien que la question de l'euthanasie est une question très complexe, pose plein de problèmes moraux. Il y a l'assistance au suicide aussi, qui peut être une voie. En France, vous savez qu'on est en train de discuter de ça. Aujourd'hui, les deux sont interdits, euthanasie comme suicide assisté. Mais voilà, je voulais vous dire aussi que pour être confronté très souvent à des personnes en fin de vie qui demandent qu'on les aide à mourir, la vie est insupportable. De leur point de vue, la vie est une souffrance. Et quelquefois, on peut se questionner sur la légitimité d'une aide active à mourir. S'il vous plaît, professeur Guillaume. Oui. Je crois que c'est très chaud. Avant de passer la parole au Masters of Ceremony, je voudrais, avec la permission des intervenants, les professeurs, savoir si quelqu'un voudrait dire un mot de fin. Et vous dire, oui, faites de la bioéthique, faites de la bioéthique. La bioéthique, c'est la pluridisciplinarité, c'est aussi le multiculturalisme. Et on a vraiment besoin que vous développiez la bioéthique, à la fois ici, bien entendu, mais aussi nous aider. Je pense à la France, je pense à l'hôpital où je travaille. On est gêné très souvent sur beaucoup de questions qui font appel à d'autres cultures et on a besoin de vous. Donc vraiment, je vous engage à vous demander qu'est-ce que peut faire un philosophe dans un hôpital, et travailler vraiment la bioéthique, travailler l'approche pluridisciplinaire, faites aussi du droit de la santé, c'est important, on n'a pas parlé d'une question juridique, mais vraiment voilà, on a besoin de vous, on a besoin qu'on travaille tous ensemble sur ces questions. Merci à vous. Et puis, n'est-ce pas, des questions bioéthiques. Donc,
très vite, nous allons débuter des programmes de formation, l'éthique et de bioéthique avec nos universités partenaires tutelles. On aurait pu débuter en janvier si administrativement on avait fait un certain nombre de choses, mais ça vient rapidement. Je voudrais davantage appuyer là-dessus parce que l'un des projets que nous portons au sein de l'Institut africain de bioéthique est la professionnalisation de la bioéthique. C'est pourquoi l'intervention du professeur Guillaume Durand, pour moi, j'avais une question, mais le maître m'a dit il est maître de cérémonie. La question était beaucoup plus, je voulais juste un petit résumé, mais ça, c'est pas grave. Hein? C'est pas la question, je sais, je respecte ça. Alors, ça sera plus tard. C'était le protocole d'intervention d'un bioéthicien à l'hôpital. Ça, on pourra discuter plus tard, parce que ça va être nécessaire pour ce qu'on prévoit de faire également ici à l'Université de Tchang. Bien sûr, ça va être sous la coordination du professeur André Libois Tchala Mbani. Voilà ce que je voulais simplement dire. Je vous remercie encore. On va passer à notre photographie. Écoutez, j'ai été vraiment ravi de participer au Forum africain international de bioéthique. Je pense que ce panel a montré l'importance de la pluridisciplinarité et surtout d'une approche multiculturelle. On avait des points de vue très différents, mais en même temps, voilà, on s'est rassemblés autour d'une table. Et c'est ça la bioéthique, c'est la discussion, c'est la multiculturalité, c'est la pluridisciplinarité. Et vraiment, voilà, j'espère, j'en suis sûr, on est en train de développer vraiment des partenariats très importants avec l'Université de Tchang.